Il est certain que les douceurs de la vie n'égalent pas les amertumes dont elle est environnée. Pour un jour tranquille et serein, on en a 40 où la douleur et la tristesse se font vivement sentir. J'aurais un penchant à croire que l'homme n'est point né pour être heureux. Si la jeunesse jouit de quelques agréments, la nature se dédommage avec usure sur la vieillesse, et elle fait payer bien cher un bonheur dont on ne connaît tout le prix que quand il est perdu. Que dis-je, le bel âge lui-même est un état duquel on devrait avoir honte. On est alors incapable de réflexion, on court après des plaisirs nuisibles, et la raison elle-même est obligée de céder. Si elle résiste quelque temps, on la brave, et on se met peu à peu en état de ne la plus craindre. C'est ce qui fait dire à Madame Deshoulières, dans un de ces moments où l'esprit est moins touché que le cœur, « Homme, vante moins ta raison, vois l'inutilité de ce présent céleste, pour qui tu dois, dit-on, mépriser tout le reste. Aussi faible que toi, dans ta jeune saison, elle est chancelante, imbécile. Dans l'âge où tout appelle à des plaisirs divers, vile esclave des sens, elle t'est inutile. Quand le sort t'a laissé compter 50 hivers, elle n'est qu'en chagrin fertile, et quand tu vieillis, tu la perds. » En effet, nous devons nous regarder comme étant sur un grand théâtre et ayant quelque part à la comédie qui se joue dans le monde. Le rôle des uns est plus long ou plus éclatant et celui des autres plus court, mais ils sont tous également ennuyeux et ridicules. Celui qui considère ce qui se passe pendant une année connaît ce qui se passera dans la suite des temps. Ce ne sont que les mêmes événements combinés de différentes manières. Si l'on conçoit dans toute son étendue les bizarreries du genre humain, qu'on aurait de plaisir à s'en voir séparés. La vue d'une troupe de visionnaires qui courent après des chimères, qui s'inquiètent de bagatelles, qui haïssent le soir ce qu'ils ont aimé le matin, qui s'entretuent pour un pouce de terre, cette vue, dis-je, n'est-elle pas capable de nous révolter ? Encore si les hommes étaient assez heureux pour ne point savoir qu'ils sont ridicules, mais on s'est donné bien de la peine et bien des soins afin d'en être pleinement convaincu. Je pourrais même dire que nos plus sages réflexions ne servent qu'à faire voir que nous sommes plus extravagants. Cela confirme la plaisanterie de Momus. Il prétendait que les dieux étaient pleins de nectar quand ils firent les hommes, et qu'ils ne purent regarder leur ouvrage de sang-froid sans en rire. J'ai tâché jusqu'ici d'ôter à la mort cet air affreux qui l'accompagne presque toujours. On peut maintenant s'apprivoiser avec elle, même badiner. Son abord n'est pas si rude, ni si farouche qu'on le croit ordinairement. J'ose la comparer à ces animaux sauvages qu'on apporte d'un royaume étranger. Ils sont terribles à la première vue. L'œil se fait ensuite une habitude de ne les plus craindre. Malgré l'attachement que l'homme a pour la vie, il se voit dans l'heureuse nécessité de se familiariser avec la mort, et ce n'est que par faiblesse qu'il s'en fait une affaire d'importance. Je doute qu'on voulût aujourd'hui se faire un mérite auprès des dames en leur parlant de la mort. Cette galanterie serait mal reçue. Catulle, pourtant, qui se piquait d'une politesse peu ordinaire, était là-dessus d'un goût fort différent d'une autre, comme on le peut voir par cette belle épigramme. Songeons à jouir de la vie, puisque l'amour, chère lesbie, nous offre de doux passe-temps. Moquons-nous des vains règlements qu'oppose la froide vieillesse aux soins d'une aimable tendresse. Le soleil, chaque jour, se cache et renaît tour à tour. Mais hélas, quand la mort cruelle viendra finir notre bonheur, rien ne pourra vaincre l'horreur de la nuit éternelle. Cette pensée n'est point aussi importune qu'on croit, puisqu'elle sert de principal agrément à un ancien hymne du poète Cécilius.
Qu'on m'assure, dit-il, que je vivrai 6 mois, je les emploierai si bien que je n'aurai aucun regret de mourir au 7e. Cependant, la science la plus utile à l'homme est de savoir ménager ce petit fond de joie secrète que la nature lui a donné en naissant. Au lieu de l'employer tout à fait dans les heures de plaisir, il en doit réserver une partie pour ces moments où le chagrin et l'inquiétude prennent malgré lui le dessus. Voici peut-être la seule occasion où l'avarice deviendrait une vertu. Les anciens en général s'imaginaient mourir délicieusement lorsqu'ils expiraient entre les bras des personnes qu'ils avaient le plus aimées. Le grave, le sentencieux Pindare avait prié les dieux de lui accorder ce qu'il y avait de plus charmant dans la vie, et ils permirent qu'il mourût en appuyant la tête sur les genoux d'un ami qu'il chérissait tendrement. Cela me fait ressouvenir du célèbre ange Policien. Il était du nombre de ces beaux esprits que Laurent de Médicis honorait de son estime et de son amitié. Au reste, Policien peut passer pour un excellent poète. Malgré la violence d'une fièvre chaude qui le tourmentait, il composa quelques couplets de chansons pour un jeune grec qu'il avait logé chez lui. Il se leva ensuite et se mit à jouer de son luth, d'un air si tendre et si gracieux qu'il expira en achevant le second couplet. À parler de bon sens, l'homme raisonnable dans sa meilleure santé doit agir comme s'il allait mourir, et en mourant, il doit songer qu'il peut vivre encore. Cette maxime l'engagerait à ne rien perdre de sa gaieté ordinaire, en quelque temps que ce fût. On contracte dans la République des lettres je ne sais quelle nonchalance qui paraît en un sens ne point manquer de vivacité. L'habitude peu commune où l'on y est de voir tout par ses yeux pourrait bien en être l'origine. Cette habitude fait connaître insensiblement le faux éclat du monde et en dégoûte sans peine. Quand on est né pour raisonner, on se prête aux hommes et jamais on ne s'y livre. Méritent-ils, vains et dissipés comme ils sont, un commerce trop assidu ou trop recherché de notre part? Rempli de ces idées, le philosophe se joue de la mort. Il va nonchalamment où tant de gens sont allés avant lui et où il sera suivi de tant d'autres. Un de nos meilleurs poètes a fort bien exprimé cette pensée dans les vers qu'il fit mettre sur la porte de son cabinet. Là d'espérer et de me plaindre, des grands, de l'amour et du sort, j'attends patiemment la mort, sans la désirer ni la craindre. Ajoutons aux morts dont nous avons déjà parlé celle de Jérôme Cardan, célèbre Italien. Elle a un air d'extravagance qui est assez rare. De quoi l'homme n'est-il pas capable? Sa conduite est un fond inépuisable de grotesque et de bizarrerie. Revenons à Cardan. Il avait surtout beaucoup de déférence pour ce qu'on nomme sciences occultes, et ayant lui-même tiré son horoscope, il trouve qu'il devait mourir un certain jour. Afin de vérifier son thème astrologique, il ne voulut pas manger et prit si bien ses mesures que la prédiction fut heureusement confirmée. Il avait peur qu'en vivant, on lui reprochât qu'il s'était trompé. Si les astrologues s'avisent jamais de faire imprimer l'histoire des plus zélés défenseurs de leur art, Cardan y pourrait occuper la première place, et je doute que personne ne lui portât envie. À voir les hommes comme ils sont faits, peut-on s'empêcher de s'en moquer? Toute leur vie se passe dans des allées ou des venues, peu de soins des choses nécessaires et beaucoup d'attachement à celles qui sont inutiles. Revenons à Démocrite. Quand il se vit incapable de souffrir les incommodités d'une longue vieillesse, il résolut de quitter la vie. Sa sœur en fut alarmée, et elle le pria de différer son trépas jusqu'à ce que les 3 fêtes de Cérès fussent passées. Pour lui plaire, il se fit apporter un pot de miel et vécut encore quelques jours par un excès de complaisance, après quoi ce sage vieillard s'abandonna librement à la mort. Je dois maintenant parler d'Atticus.
Il était l'ami intime de Cicéron, et cela fait à mon gré une partie de son éloge. Délicat dans ses manières et agréable dans ses parties de plaisir, il cherchait cette douce volupté qui convient aux honnêtes gens. Purement homme de cabinet, il ne voulut jamais se mêler d'aucune affaire. César et Pompée l'estimèrent également, quoiqu'il n'eût embrassé le parti ni de l'un ni de l'autre pendant la guerre civile. Le vrai mérite est toujours goûté quand ce serait celui d'un ennemi mortel. Atticus jouit toujours d'une santé parfaite. Se voyant malade dans un âge fort avancé, il fit assembler toute la famille et lui expliqua en peu de mots le dessein où il était de mourir. Sa résolution parut hardie, mais son air enjoué fit connaître qu'on ne pourrait l'en détourner. Il s'abstint effectivement de toute nourriture, et l'on dit qu'à mesure que sa mort approchait, sa gaieté semblait redoubler. Il faut se sentir en quelque manière supérieur à la vie pour en disposer si librement. Chaque siècle fournit peu de ces hommes rares et intrépides. Ils sont pourtant nécessaires de temps en temps pour nous faire connaître notre faiblesse. On ne peut être longtemps heureux, telle est notre destinée. La fortune passe avec tant de rapidité qu'elle laisse à peine entrevoir ses faveurs. Il semble que son inconstance l'empêche de se fixer en aucun lieu pour rendre un bonheur solide. Peut-être y a-t-il trop de gens à contenter. Elle ne peut suffire à tout le monde et les fonds lui manquent. C'est là au moins son excuse. Mais qui oserait vérifier si elle ne fait pas quelque double emploi rendrait un service essentiel au public. Parlons plus sérieusement. Un bonheur qui a trop d'éclat est toujours de peu de durée. Souvent même il annonce une suite prochaine de disgrâces. On peut là-dessus se rapporter à l'expérience. Elle étonne quelquefois la raison elle-même et la rectifie. C'est pour éviter des malheurs certains que la mort est souhaitable dans quelques moments. Combien de fois s'est-on plaint qu'on avait vécu trop d'un jour? Nimirum ac diuna plus viximi quam vivendum fuit. Pas de doute avec ce jour, j'en ai vécu un de plus que je n'aurais dû, disait Laberius dans une de ses pasquinades. Cette réflexion a été souvent répétée, quoique sortie de la bouche d'un comédien. L'espace d'un seul jour va ternir la plus belle réputation. Que de ministres et de généraux d'armée feraient figure dans l'histoire de grands hommes s'ils étaient morts, l'un après quelque heureuse négociation et l'autre après une bataille gagnée. Il n'a fallu souvent qu'un mauvais succès pour faire oublier ce qu'ils avaient fait de plus éclatant. S'il est vrai, suivant le système des anciens, que les dieux ne font que nous prêter à la vie, ils ne peuvent nous donner une plus grande marque d'amitié qu'en nous la ravissant dans des circonstances favorables. Combien nous épargne-t-il par là de chagrin? Il est quelquefois nécessaire de faire sentir au public que ceux qu'on appelle grands hommes ne diffèrent des autres que par la science de bien cacher leurs vices ou par le choix de certains défauts éclatants. Beaucoup d'adresse leur tient lieu de mérite, et je suis persuadé que telle action qu'on admire depuis longtemps paraîtrait méprisable si l'on en pouvait pénétrer le véritable motif. Le monde est une dupe qu'on trompe quand on veut, et sans beaucoup de peine. Il y a pourtant certaines mesures à garder avec lui. Ceux qui réussissent le mieux sont traités de grands hommes, et les autres sont généralement oubliés. Quelle bizarrerie! Auguste a été un de ceux qui ont le mieux dissimulé leurs défauts. Habile dans cette politique raffinée que Machiavel a réduite en préceptes, il cachait son ambition sous de beaux dehors. Jamais personne n'a su mieux que lui l'art de mettre tout à profit. L'esprit qui ne laisse perdre aucun des avantages qui se présentent est le plus propre pour le trône. Peu semblable aux princes qui veulent seulement qu'on les craigne, Auguste voulait qu'on l'estimât. C'était pour y forcer toute la République qu'il eut envie de quitter l'Empire. Sa feinte modération lui valut 1000 éloges. Né pour les plaisirs, il aima la paix et fit fleurir les sciences.
Sa cour était polie et agréable. En un mot, le rendez-vous des beaux esprits de toute l'Europe. Les Virgiles et les Horaces n'eurent d'autre titre que leur mérite pour y être admis. Ce fut avec de tels gens qu'Auguste mena une vie d'autant plus voluptueuse qu'il connaissait par lui-même tout le prix de la volupté. Suétone nous assure que sa dernière maladie ne lui ôta rien de son enjouement naturel. Se voyant un jour plus mal qu'à l'ordinaire, il demanda un miroir et fit accommoder ses cheveux comme si cette parure allait lui servir de quelque chose. Après quoi, il se tourna vers ceux qui étaient dans sa chambre et leur dit en riant « Trouvez-vous que je sois bon comédien ?» Cette plaisanterie fut relevée par un vers grec dont voici le sens « Que chacun aujourd'hui s'abandonne à la joie. Je rends grâce au destin de la mort qu'il m'envoie. » On peut ici rappeler ce bon mot de Pétrone « Mundus universus exercet histrionam » Tous les hommes sont comédiens. Ils se donnent en spectacle à tour de rôle. Les uns sont sifflés et les autres applaudis. Le caprice en décide. Je dis bien le caprice, car la raison oserait-elle le faire ? Les dernières paroles de Rabelais sont assez semblables à celles d'Auguste. Tout le monde rend justice au cardinal du Belay, qui protégea Rabelais d'une façon particulière. À peine fut-il informé de sa maladie qu'il envoya un page pour savoir de ses nouvelles. Rabelais badina longtemps avec le page qu'il était venu voir, mais sentant tout à coup que sa mort approchait, « Rapporte à monseigneur, lui dit-il, l'état où tu me vois. Je m'en vais chercher un grand peut-être, il est au nid de la pie, qu'il s'y tienne, et pour toi, tu ne seras jamais qu'un fou. Tire le rideau, la farce est jouée. » Cette saillie est digne d'un homme qui excellait dans l'art de plaisanter. Je doute que notre siècle, quoique plus savant que celui où Rabelais vivait, put lui apprendre quelque chose de nouveau sur cet article. J'ai parlé avec assez de précision des 2 morts précédentes. Il est juste de passer maintenant à celle de Malherbe, l'un des premiers et des plus grands maîtres qui ait formé le goût de la France. Racan, homme de qualité et bel esprit en même temps, nous a laissé la vie de Malherbe écrite d'un air fort sincère. 1 heure avant que de mourir, il s'éveilla, dit Racan, comme en sursaut, pour reprendre son hôtesse, qui lui servait de garde, d'un mot qui n'était pas bien français à son gré, et comme son confesseur lui en fit réprimande, il lui dit qu'il ne pouvait s'en empêcher, et qu'il voulait défendre jusqu'à la mort la pureté de la langue française. Voilà une délicatesse d'oreille poussée à bout, et dont il n'y a aucun exemple dans nos puristes nouveaux.